Aix-les-Bains, à Chambéry et bien plus encore, Radio Grand Lac vous accompagne sur le 92.1 FM. Les chroniques de Savoie pour découvrir l'histoire de nos territoires avec Julien sur Radio Grand Lac. Bonjour à tous, bonjour Jean-Pierre. Comment vas-tu ? Ah, il n'a pas branché son micro. On va dire qu'il va bien. Je ne savais pas que je devais parler. Non, mais c'était quand même pour te saluer, Jean-Pierre. Donc, merci encore une fois pour l'accueil. Bonjour à Sandra également qui est dans les locaux. Oui, qui doit pas être très loin. Voilà, bonjour à tous et bien sûr, bonjour à tous les auditeurs de Radio Grand Lac. Et aujourd'hui, je suis particulièrement content puisque nous avons un invité de prestige, puisque nous recevons Bernard Kaminski pour une émission qui va être consacrée à un épisode fameux qui s'est déroulé dans nos territoires, qui est la traversée des Alpes par Hannibal, bien sûr dans le cadre de la Deuxième Guerre punique. Enfin bref, nous en reparlerons. Et je suis très content de te recevoir, Bernard, parce qu'on se connaît déjà depuis quelques années. Oui, bien sûr. Tu as déjà eu l'occasion de faire des conférences à Châles, c'était sur la révolte des Allobroges. La révolte des Allobroges en 62-61 en Jésus-Christ, donc ce qui fait déjà un certain temps. Un certain temps, voilà. Ouais. Parce que c'est vrai qu'on connaît tous, bien sûr, les Allobroges, bien sûr grâce au fameux chant des Allobroges, mais d'où vient ce chant ? Qui étaient les Allobroges ? Nous avons pu y répondre lors de cette conférence qui s'était déroulée à la maison. Hein. Nous sommes sur Aix-les-Bains, mais moi la maison c'est plutôt Challes-les-Eaux, voilà. Ouais. Et j'aurai également le plaisir de te recevoir à la fin du mois, puisque le 30 avril, tu viens à la médiathèque Saint-Mival de Challes-les-Eaux pour justement nous parler de la traversée des Alpes par Hannibal. Donc on va pas tout dévoiler aujourd'hui. Et je crois également que tu feras cette conférence pour la connaissance du canton à la Motte-Servolex. Le mercredi 2 juin, effectivement aussi, à 19h, puisque la salle Saint-Mival c'est à 19h. Le 2 juin à la salle Saint-Jean, donc de la Motte-Servolex. Très belle salle, donc on est très heureux de t'accueillir. Alors, à Challes-les-Eaux, et puis je sais qu'à la Motte aussi, tu seras très bien reçu. Et avant de commencer d'entrer dans le vif du sujet, peut-être quelques mots de présentation. Bernard, qui es-tu ? Alors, qui je suis ? Je suis un retraité aujourd'hui, âgé de 75 ans. Et je suis un retraité qui est venu s'installer en Savoie il y a 16 ans. D'accord. Et je venais donc d'une autre région, là où j'ai fait toute ma carrière. J'ai donc fait 43 ans et demi d'activité. On avait encore de longues carrières déjà à cette époque. Et j'étais en fait un ingénieur du bâtiment et des travaux publics. D'accord. Voilà. Donc j'exerçais principalement à Metz, donc en Moselle, en Lorraine. Donc. Et d'où te vient cette passion pour l'histoire, et notamment pour l'histoire locale ? Je connais la réponse, mais si tu peux l'expliquer un peu à nos auditeurs. C'est une passion déjà pour l'histoire en général, oui. Pour l'histoire locale bien évidemment, parce que lorsque l'on arrive à la retraite à Chambéry, on est forcé de s'intéresser, si vous voulez, aux racines locales, puisque Chambéry a été une capitale, ce qui n'arrive pas à tout le monde lorsque les gens partent à la retraite. Donc, arrivant dans une capitale, j'ai essayé de comprendre ce qui s'était passé depuis fort longtemps dans les environs. Et de ce fait, je suis même allé au-delà, puisque non seulement je me suis intéressé aux Allobroges, mais donc, en l'occurrence aujourd'hui, à la traversée des Alpes par Hannibal. Donc c'est encore un siècle plus tôt que les Allobroges auxquels je faisais référence tout à l'heure. Enfin, les Allobroges étaient en place, mais je veux dire, ils ne s'étaient pas beaucoup fait connaître avant cette date, quoi. D'accord. Et là, nous allons parler d'un personnage célébrissime dans l'histoire, parce que nous allons parler d'Hannibal. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur Hannibal ? Alors, nous, on l'appelle bien sûr Hannibal, mais son nom complet, c'est Hannibal Barca. Ouais. Donc, quand on parle d'Hannibal Barca, voilà, c'est le fameux Hannibal, le général carthaginois. Donc, est-ce que tu peux nous dire quelques mots ? Qui était ce Hannibal? Voilà. Alors, si tu le permets, Julien, je vais déjà essayer de replacer Carthage. Oui, bien sûr, bien sûr. Puisqu'en fait, tout le monde a compris que Hannibal, c'était un Carthaginois. C'est ça. Mais Carthage, qu'était Carthage, en fait? Carthage, c'était une colonie phénicienne. Étant précisé que la Phénicie, aujourd'hui, si vous voulez, ce sont les rives du Liban actuel, les rives méditerranéennes du Liban.
grosso modo. Hein. Et la Phénicie existait déjà depuis pratiquement le XIIe siècle avant Jésus-Christ. Est-ce qu'à l'époque on disait Phénicie aussi? Je ne pense pas, puisque c'était pas encore le protectorat français qu'on a connu effectivement au Liban. Donc je ne pense pas que ce soit ça. Mais donc pour revenir effectivement à Carthage, Carthage était donc une des nombreuses colonies. On parle de plusieurs centaines de colonies tout au pourtour méditerranéen, mais Carthage était la plus importante, et ce dès le IVe siècle avant Jésus-Christ. Alors on comprend très vite que Carthage se situe, s'implante à une époque où de l'autre côté de la rive de la Méditerranée, il y a un autre peuple qui commence à prendre son expansion, ce sont les Romains, bien sûr. Hein. Donc, et dans ce cadre, Hannibal, à la suite de son père, qui s'appelait donc Hamilcar Barca, puis à la suite également du gendre d'Hamilcar qui s'appelait Razubal, va prendre la succession des troupes qui sont installées au Levant espagnol. D'accord. Hein, et l'objectif étant, c'est clair, c'est de s'opposer à l'expansionnisme romain. D'accord. Hein, qui commence à prendre place tout autour de la Méditerranée. Je rappellerai simplement que la première guerre punique, en fait, a eu pour conséquence, si vous voulez, de faire expulser les Carthaginois qui étaient implantés en Sicile, ce qu'on appelait à l'époque la Grande Grèce. Oui. Hein, et de ce fait, si vous voulez, les Carthaginois se sont repliés sur l'Afrique et donc ensuite ont essayé de revenir par le Levant espagnol, c'est-à-dire la côte orientale d'Espagne, hein, pour essayer de s'opposer, je le répète, donc à l'expansionnisme romain. Donc tu me dis si je me trompe, Bernard, mais en fait nous avons un peu un combat entre deux géants pour un peu la domination sur le monde méditerranéen. En fait, ça date de là. Et on parle de Carthaginois, donc ça vient de la ville de Carthage. Qui est dans l'actuelle Tunisie. Alors Carthage, en fait, c'est relativement simple. Elle a été détruite pratiquement à ras par les Romains dès la fin de la Deuxième Guerre punique, mais Carthage se situe dans un des faubourgs de Tunis aujourd'hui, hein, au nord, disons, de Tunis, hein, et au bord de la mer, bien sûr. Hein. Il me semble que le terme de punique vient d'un terme justement phénicien, parce que les Carthaginois, on les appelait les Punios. Oui, voilà. Alors justement, je pense que lors de la conférence, j'essaierai de revenir sur un de ces termes parce que, en fait, on se rend compte qu'il a été utilisé, si vous voulez, dans la géographie au cours des derniers millénaires. D'accord. Voilà. Hein. Et donc je dis juste un petit rappel pour nos auditeurs, même s'ils sont très férus d'histoire, de ne pas confondre les guerres puniques avec les guerres médiques. Oui. Ça n'a rien à voir. Les guerres médiques, parce que c'était avec les Mèdes puis les Perses, donc contre les Grecs. Oui. Et là on parle bien des guerres puniques, donc c'est Carthage contre Rome. C'est Carthage contre Rome. On peut dire qu'en fait, elle concerne presque essentiellement la moitié donc occidentale de la Méditerranée. C'est ça. Contrairement aux guerres médiques. C'est ça. Voilà. Et là, donc la traversée des Alpes par Hannibal donc se déroule pendant la deuxième guerre punique. Oui. Donc, est-ce que tu peux nous rappeler le contexte? Et puisqu'on parle de deuxième guerre punique, ça veut dire qu'il y en a une avant. Oui. Est-ce que tu peux nous parler un peu du contexte de cette deuxième guerre punique, s'il te plaît? Alors, le contexte de cette deuxième guerre punique, je rappelle que à la suite de la première, donc qui va se terminer donc vers 241 avant Jésus-Christ, hein, donc où malheureusement le père d'Hannibal, donc Hamilcar Barca, va perdre contre les Romains, va perdre notamment la Sicile, comme je le précisais tout à l'heure. Cet expansionnisme romain ne va pas s'arrêter là. Dans les années qui suivent, vers 238-237, les Romains vont prendre pied également en Corse et en Sardaigne. Non seulement ils vont prendre pied en Corse et en Sardaigne, mais ils vont également s'implanter au Levant espagnol. Et donc là, bien entendu, les intérêts, ce sont ceux de Carthage jusqu'alors. Et là, bien entendu, le conflit ne peut que se déclencher. D'accord. Voilà. Hein. Donc ça, ce sont les prémices. Hein. Donc cet expansionnisme, si vous voulez, Rome a longtemps subi, si vous voulez,
l'entourage de ses voisins. Je reviens un peu en arrière. Les Étrusques, auparavant, c'était la civilisation première de l'Italie, septentrionale, la moitié nord de l'Italie, avec notamment toutes ces provinces de Toscane, etc. Mais vous aviez dans le sud, c'était la Grande Grèce. D'accord. C'était essentiellement des colonies grecques et phéniciennes. Alors les Grecs étant plutôt à l'Orient et les Phéniciens étant plutôt à l'Occident. Tout cela par rapport à Carthage, en fait. Et donc, petit à petit, après que les Gaulois, je reviens sur ces Gaulois qui sont venus prendre Rome en 390 avant Jésus-Christ. Bien sûr. Les Romains, si vous voulez, avaient des difficultés, bien entendu, à prendre de l'expansion. Mais à la suite donc de cette date un peu fatidique où les Gaulois vont prendre Rome avec ces fameuses oies au Capitole, donc en fait les Romains petit à petit vont se libérer en quelque sorte du joug, si je puis dire, étrusque, du joug gaulois, etc., et du joug carthaginois. Et donc c'est cette expansion en Méditerranée qui va provoquer la réaction donc des Carthaginois et donc ensuite cette deuxième guerre punique, qui comme je le précisais tout à l'heure, quoi. C'est vrai que quand j'ai préparé l'émission, j'ai regardé un peu quelques illustrations, alors plutôt anciennes, de comment les anciens voyaient Carthage. Oui. Alors on voit d'un côté la modernité romaine et de l'autre côté un peu une Carthage un peu ancienne, mais en fait c'est pas du tout ça. C'était vraiment une brillante civilisation. Voilà. Entendu, oui. Il faut sortir de l'image d'Épinal comme quoi on avait des barbares contre des Romains civilisés, alors que la civilisation carthaginoise était très brillante. Ce qui perturbe, si vous voulez, et si tu veux, dans l'affaire, c'est que la langue punique, elle ne sait pas, si tu veux, a été partagée sur l'ensemble de la Méditerranée. Il en était de même pour les Grecs. Les Grecs, auparavant, c'était la civilisation royale, si je puis dire. Par contre, les barbares romains, en quelque sorte, ont fait pendant longtemps un long complexe vis-à-vis des Grecs, si vous voulez. Et donc, à un moment donné, le terme barbare ne va qualifier que tous ceux qui ne sont ni grecs ni romains. Et donc les Carthaginois deviennent des barbares, et à ce titre on imagine très bien qu'ils avaient des cases comme les Gaulois dont on a voulu restreindre pour la faire un peu des primitifs, voilà, c'est ça. Alors qu'en fait, y compris d'ailleurs les Gaulois, c'était des brillantes civilisations. Bien sûr, voilà, et c'est ce terme un peu barbare qui a une connotation on dit négative. Barbare, mais dans son sens premier, voilà, au sens ceux grec, qui ne parlent pas la langue. C'était l'étranger. Voilà, c'est ça. En fait, c'était cela. C'est ça. Mais qui a été déformé petit à petit. Tout à fait. Avant de rentrer dans le vif du sujet, en parlant de la traversée des Alpes, est-ce qu'on ferait pas une petite pause musicale un petit peu en avance, Jean-Pierre ? Eh ben oui, on va la faire. Donc, petite pause musicale. Au cœur de la vie locale. Aix-les-Bains, Chambéry et Lac-du-Bourget. Radio Grand Lac. Les chroniques de Savoie pour découvrir l'histoire de nos territoires avec Julien sur Radio Grand Lac. Rebonjour à toutes et à tous, re-bienvenue pour cette émission des Chroniques de Savoie, consacrée aujourd'hui à un épisode fameux de notre histoire qui est la fameuse traversée des Alpes par Hannibal. Alors avant, avec mon invité Bernard Kaminski, on va tordre le cou à une idée commune. Non, les éléphants de la place des éléphants avec la colonne de Boigne n'a rien à voir avec la traversée des Alpes. Alors déjà, ce ne sont pas des éléphants africains, mais des éléphants indiens, et il n'y a aucun rapport entre la statue des éléphants et la traversée des Alpes par Hannibal. C'est souvent ce que l'on peut entendre de la part de touristes qui viennent visiter notre belle capitale des Ducs. Donc c'était pour tordre le cou un peu à cette idée reçue. Avant la pause musicale, nous avons posé le contexte. Bien sûr, nous avons parlé de toi, Bernard. On a parlé également de Hannibal Barca, qui était ce célèbre général carthaginois. Nous avons également parlé du contexte passionnant, parce que c'est vrai que nous avons une foule de peuples qui se côtoient et qui s'affrontent également, parce que l'enjeu principal entre Carthage et Rome, c'est la prédominance de l'Empire ou de l'autre sur ce qui deviendra le monde méditerranéen, la fameuse Mare Nostrum romaine, puisque bien sûr, Rome va voler de victoire en victoire, et l'une de ces victoires a été acquise contre les Carthaginois. Et
bien sûr, nous sommes en Savoie, en pays de Savoie, bien sûr, et donc territoire alpin. Et il convient maintenant de rentrer un peu dans le vif du sujet sur cette fameuse traversée des Alpes. Alors, quel est le contexte de cette traversée? Dans quel but? Bernard, nous t'écoutons. Alors, le contexte de cette traversée, nous n'oublions pas quand même de partir du point de départ qui en fait se situe en Espagne, à Carthagène, donc quand même très 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 au sud, donc du point supposé du passage du Rhône. Selon les estimations que j'ai pu en faire, c'est entre 1300 et 1400 kilomètres quand même de chemin. Donc bien avant d'aborder nos régions, si on peut dire, les régions qu'on appellera plus tard la Narbonnaise, sous contrôle des Romains, effectivement, les troupes d'Hannibal ont été confrontées à pas mal de problèmes. Et on peut imaginer que les 50 000 fantassins d'origine, les 9 000 cavaliers et les 37 éléphants avaient été quelque peu réduits avant même le passage du Rhône. Mais lorsqu'on est également au point de passage qu'on peut situer aux alentours d'Avignon, Orange, etc., dans ces coins-là, puisque j'en parlerai plus longuement lors des deux conférences que nous vous avons indiquées, je pense que là, on a effectivement un long chemin encore à faire avant de rencontrer le fameux point de passage que je ne délivrerai pas, bien entendu, encore aujourd'hui. On garde quelques surprises. Je vous invite à venir m'écouter pour en savoir beaucoup plus sur le sujet. Mais il est évident que les distances sont encore longues, d'autant plus quand même, et ça on peut le préciser, c'est que dès lors que en fait Hannibal et ses troupes se sont présentés sur la rive droite du Rhône, donc un petit peu en amont d'Arles, précisons-le, il a été amené tout de suite à comprendre que sur la rive gauche, il y avait des troupes gauloises vindicatives, donc qui étaient des alliés des Romains, qui étaient là pour l'empêcher, bien entendu, de passer. À ceci, on peut ajouter que à quelques jours de marche, 1 ou 2 jours de marche, et je crois que l'expédition d'Hannibal a tenu en fait en très peu de choses. Elle aurait pu ne pas se faire si en fait les troupes de Scipion étaient arrivées quelques jours plus tôt et s'étaient délibérément installées en rive gauche du Rhône pour s'opposer effectivement au passage d'Hannibal. Donc là, on a, et j'y reviendrai bien entendu pendant les conférences, on a un élément essentiel qui est comment se fait-il que les troupes de Scipion, donc les 2 légions qui l'accompagnaient, aient débarqué si tard. Ça, c'est un des éléments effectivement sur lequel il faudra que l'on revienne pour expliquer ce que je qualifierais presque de miracle au moment du passage du Rhône par Hannibal. Parce que tu parles qu'au départ, donc Hannibal est fort d'une armée de plus de 50 000 hommes, pour faire simple. Mais c'est vrai que au moins 60 000 hommes, quoi. C'est parce qu'au départ, ils sont 50-60 000, mais après, à l'arrivée, ils sont beaucoup moins que ça, parce qu'il faut quand même surveiller les zones de ravitaillement. Et puis on peut supposer qu'il y a des pertes aussi en route également. Oui, il y a beaucoup de pertes en ligne, comme on dirait. 1400 km à l'époque, c'est pas comme maintenant. On met plusieurs semaines. Parce qu'il faut vous imaginer, donc bien sûr, 50-60 000 hommes, la cavalerie, les éléphants, et puis tout ce qui vient avec, parce qu'il faut bien sûr... Et tous les combats qu'on va avoir, effectivement, puisque, rappelons-le, je pense que tu vas revenir là-dessus, les textes nous disent bien que avant le passage des Alpes, il va y avoir 2 combats. 2 combats et qui vont être menés par, bien entendu, des peuples gaulois, puisque ce sont ceux qui occupent ce qu'on appelle la Transalpine. Oui, c'est ça. La Cisalpine étant la partie nord de l'Italie, et donc nous sommes en Transalpine, avant que, je le répète à nouveau, qu'elle ne s'appelle Narbonnaise plus tard, mais en Transalpine, 2 peuples gaulois vont s'opposer au passage des troupes d'Hannibal. Et donc, ces 2 événements, ce sont ceux-là qui vont effectivement conditionner notre réflexion quant au col qui a été emprunté. Et tu parlais tout à l'heure des textes et des sources. Quelles sont justement les sources qui retracent cet épisode? Alors, on a principalement 2 sources. Il y en a beaucoup d'autres, mais principalement 2 sources sont 2 écrivains.
L'un s'appelle Polybe, l'autre s'appelait Tite-Live, puisque bien entendu, ils sont pas de notre époque, tous ces deux personnes. Avec deux méthodes de travail différentes, je crois. Oui. Alors surtout, il y en a un, Polybe, qui va travailler peu de temps après le passage. D'accord. Polybe, en fait. Je rappelle donc que le passage des Alpes se situe en 218 avant Jésus-Christ, oui. et Polybe va effectivement intervenir sur les lieux, et ça j'y reviendrai, 60-70 ans après cette date. Donc vers 150 avant Jésus-Christ, grosso modo, il va aller sur le terrain pour essayer de comprendre quel a été le trajet qu'a emprunté Hannibal. Un vrai travail d'historien, d'enquête, en fait. Alors, un travail d'historien, mais comme je t'ai déjà dit avant cette émission, il y a des historiens en chambre, et il y a des historiens dès cette époque qui, effectivement, allaient sur le terrain. C'est ça. Et Polybe, en fait, c'est un grec à l'origine. C'est un général grec qui, s'étant soulevé avec certains peuples donc de Grèce, va subir les foudres en fait des Romains et va être pendant 17 ans, il va être en exil à Rome. Il va être contraint d'aller à Rome. Et un exil, disons-le, il va pas en subir beaucoup les conséquences puisqu'il va devenir le précepteur de la famille de Scipion Émilien. Scipion Émilien, disons-le, c'est un fils adoptif de Scipion l'Africain. Et donc, il était aux premières loges déjà pour comprendre quels avaient été les problèmes rencontrés par Hannibal, puisqu'il aura eu l'aversion de son adversaire. Et à ce titre, en tant que précepteur des enfants de la famille donc des Scipions, il va rejoindre avec Scipion Émilien, qui fut un grand général également, lui aussi. Il va rejoindre l'Espagne et il va refaire le trajet comme l'avait fait Hannibal. Et tout ça, je le répète, 60-70 ans après Hannibal. Outre le fait qu'il était général de cavalerie, etc., et que forcément les choses militaires ne lui étaient pas étrangères, ce qui est important de noter, c'est que Tite-Live, par contre, c'est ce fameux écrivain en chambre, mais qui n'a rien à envier quant à la rédaction. Il va écrire un texte qui va être de la même importance que ceux écrits par Polybe, sauf qu'il ne sera jamais allé sur le terrain. Lui, c'est un latin d'origine, il n'est pas du tout grec, il n'a pas été fait prisonnier comme Polybe, etc. Mais de lui-même, il va essayer... Puisque latin d'origine, il va essayer en quelque sorte de redonner ses lettres de noblesse, si vous voulez, aux Romains, aux latins, de manière générale. Et donc, il n'aura de cesse, entre guillemets, de contrarier les hypothèses soulevées beaucoup plus tôt que lui, parce qu'en fait, lui est né au courant du 1er siècle avant Jésus-Christ, c'est-à-dire presque 2 siècles après le passage d'Hannibal, et donc il va contrarier en permanence les écrits de Polybe. Et donc l'objet en fait de nos réflexions, avant tout, doit être de bien comparer séparer le bon grain de l'ivraie, si je puis dire, parmi les textes de Polybe et ceux donc de Tite-Live. Voilà. Donc on a 2 textes avec 2 approches différentes, et c'est vrai que l'approche de Polybe qui est, on va dire, contemporaine aux événements, parce qu'on est que 70-80 années après, où il y a encore, et c'est vrai qu'on en parle peu quand on fait des études historiques, de l'histoire de la mémoire. C'est vrai que 80 ans après, on peut encore se souvenir, alors bien sûr les contemporains sont peut-être pas forcément là, mais on a encore une mémoire vivante en disant je schématise, mon père qui a connu les événements nous a raconté qu'ils sont passés, et c'est fondamental dans l'étude de l'histoire, parce que c'est vrai que la mémoire orale permet parfois de retracer une histoire qui est importante, et 80 ans après, on peut avoir cette histoire. Tout à fait, Julien. Effectivement, et ça, bien entendu, j'y accorde une grande importance, c'est ce qu'on appelle la tradition populaire. C'est ça. La tradition populaire, je trouve aujourd'hui, pour ceux qui essaient de faire de l'histoire, malheureusement,
elle est aujourd'hui trop souvent placée sous silence, ou alors on lui accorde trop peu de crédit en disant « Oh, mais on n'est pas sûr de nos sources, etc. etc. » Or, la tradition populaire, pour moi, est essentielle. Bien sûr. On le voit à chaque fois qu'on étudie quelque chose de bien précis dans notre histoire, et notamment localement, cette tradition populaire, elle ne vient pas comme ça par hasard, elle n'a pas été créée par hasard, elle est le fruit. Quand on n'avait pas de radio, quand on n'avait pas de télé, excusez-moi pour Radio Grand Lac, mais quand on n'avait pas de radio, comment transmettait-on en fait le savoir ? C'était bien entendu lors des veillées. Donc la tradition populaire, elle était entretenue lors de ces veillées qui étaient fort longues, bien entendu, au cours de l'hiver, et c'est ça qui nous a permis effectivement d'avoir des témoignages, et surtout à Polybe, de recueillir des témoignages tout au long de son chemin. Oui, c'est fondamental. C'est vrai qu'on en parle très peu. Mais cette manière de connaître l'histoire, il y a bien sûr l'archéologie, les livres, mais comme tu dis, cette mémoire populaire est très importante puisque les historiens de l'époque faisaient pas d'archéologie, ils se fiaient sur les témoignages de personnes qui étaient vivants ou de proches qui étaient vivants lors de ces événements. Ce témoignage que je livrerai, si vous voulez, plutôt en conclusion de mes interventions lors de mes conférences, ce témoignage justement est celui de la tradition populaire locale. D'accord. Et donc, il viendra en quelque sorte, comme la cerise un peu sur le gâteau, conforter les hypothèses que j'aurais repris par ailleurs. Et donc avant que je te coupe concernant les sources, tu nous parlais de Hannibal qui arrive donc face au Rhône avec des peuples gaulois en face. Que va-t-il se passer ensuite jusqu'aux Alpes, cette fameuse traversée? Bon, en fait, là, c'est pas révéler quelque chose qui serait gênant au niveau de mes deux interventions. Tout simplement, si vous voulez, Hannibal va avoir la chance, je vous l'ai dit, à quelques jours près, de pouvoir passer le Rhône sans être sous la contrainte romaine. Les deux légions ne sont pas encore là. Elles viennent de débarquer dans l'Accro, au sud de l'Accro, mais elles ne sont pas là. Donc lui peut, même sous la pression des quelques peuples gaulois favorables donc à Rome, il peut traverser. Et par contre, il est évident que démarrer une hypothèse d'itinéraire avec à ses trousses deux légions, certes 2 légions, ça représente globalement 9000 hommes à cette époque-là, etc. C'est pas énorme par rapport à l'armée d'Hannibal, mais ce serait s'imposer d'emblée, bien avant le passage des Alpes, une bataille qui devrait amener forcément de grosses pertes. Et donc, délibérément, il va choisir de fuir, entre guillemets, de remonter le Rhône. Voilà. Donc, ça veut dire également que là, dès cet abord, je puis faire peut-être rappeler que la principale voie de passage à l'époque de l'Italie actuelle jusque vers l'Espagne, c'était ce qu'on appelait la voie héracléenne. D'accord. C'était cette voie qui avait été censée prise par Hercule, pour Héraclès. Héraclès, voilà, en allant vers l'Espagne. Bon, et cette voie héracléenne, en fait, elle passait bien entendu tout le long de l'Espagne, elle passait par Nîmes, elle passait par Arles, et puis ensuite par Beaucaire, Tarascon, puis Apt, etc. Et elle empruntait le col du Mont-Genèvre, forcément. Donc, il est évident que cette voie, avec toutes les possibles voies de passage parallèles, tous les cols du Midi, entre parenthèses, des Alpes, ne peut être retenu. Il est évident que autrement une bataille se serait déroulée dans les environs de Apt. Alors que l'on sait que la bataille la plus fameuse, la plus importante, qui va se dérouler donc après le passage des Alpes, qui est la bataille de Cannes, qui va être une
une victoire carthaginoise célèbre. Oui. Mais c'est pas l'objet de notre. Mais là, nous nous situons beaucoup plus loin. C'est ça. Je rappelle que donc Cannes, bien entendu, ça se situe rien à voir avec le sud de la France. Non, rien à voir avec le Cannes que nous avons aujourd'hui effectivement sur les rives de la Méditerranée. Donc, mais il y aura même avant Cannes, il y aura 2 autres batailles sur le sol de la Cisalpine. C'est l'une qui se situe donc au bord de la rivière qui s'appelle le Tessin, et d'autre part donc la bataille de la Trébie. L'une va se dérouler fin novembre 218, la première, et la Trébie va se dérouler fin décembre 218. Donc en fait, si vous voulez, entre le passage du Rhône et ces batailles qui se situent fin de l'année 218, je rappelle que le Rhône, Hannibal le passe fin août, début septembre. D'accord. Donc entre début septembre et fin novembre, en fait, on a toute une boucle là que les troupes d'Hannibal vont parcourir, et c'est celle-là, bien entendu, dont il nous faut retrouver la trace. D'accord. D'accord. Mais on est sûr. Parce que, en fait, lorsque Scipion va constater qu'Hannibal a remonté le Rhône, comme je le disais tout à l'heure, les troupes de Scipion vont rembarquer donc au sud de l'Acro, donc au sud des Alpilles, 2 légions. Une légion repart vers Barcelone. D'accord. Et va s'opposer donc aux troupes carthaginoises qui occupent l'Espagne. Et une autre légion, en fait, celle sous la conduite de Scipion, va aller jusqu'au port de Pise et va remonter dans la plaine du Pô pour s'opposer, en étant rejointe bien sûr par d'autres légions, par des renforts, et va tenter de s'opposer, puisque il sait que forcément les troupes d'Hannibal vont rejoindre la plaine du Pô à un moment donné. D'accord. Et donc il va s'installer là. Et donc c'est cette boucle qui existe entre le passage du Rhône dans la région d'Avignon, et donc cette première bataille du Tessin, donc dans les environs entre Turin et Milan, c'est cette partie-là qu'il va nous falloir effectivement étudier pour mieux comprendre où est passé Hannibal. Eh ben, nous allons en parler juste après cette deuxième pause musicale. En tout cas, Bernard, c'est passionnant. Le temps passe à une allure. De t'écouter, c'est vraiment vraiment extra. Merci. Deuxième pause musicale, et puis on rentrera encore un peu plus dans le vif du sujet après cette pause. Vos émissions préférées sont toutes sur Radio Grand Lac. Les Chroniques de Savoie pour découvrir l'histoire de nos territoires avec Julien sur Radio Grand Lac. Alors, bonjour à toutes et à tous. Donc, nous voici donc pour notre 3e et dernière partie de cette émission des Chroniques de Savoie avec mon invité Bernard Kaminski qui porte sur la traversée des Alpes par Hannibal. Le temps passe très vite, c'est passionnant. Merci à toi Bernard. On se croirait au 3e siècle avant Jésus-Christ, vraiment tellement le récit est passionnant. Je voudrais que tu nous parles aussi d'une personne qui a également travaillé sur la traversée des Alpes par Hannibal, qui est Aimé Bocquet. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ses travaux Oui, bien sûr. Alors, Aimé Bocquet, je dirais, moi, j'ai retenu en quelque sorte le fruit de mes travaux, c'est les fruits d'une bizarre collaboration. Bizarre collaboration parce que, en fait, je ne résidais pas à l'époque donc à Chambéry. Nous résidions, j'étais encore en activité à Metz, et d'ores et déjà, j'avais lu l'ouvrage d'Aimé Bocquet. Puis c'est un ouvrage qui est sorti en 2009, et cet ouvrage donc m'avait beaucoup plu, m'avait beaucoup intéressé, et donc j'ai essayé d'en savoir plus sur Aimé Bocquet. Et donc dès notre arrivée sur Chambéry, à l'heure de la retraite, j'ai tenté de le rencontrer. Je suis allé l'écouter lors de conférences, et donc j'ai essayé d'approfondir avec lui toutes les hypothèses qu'il avait retenues dans son ouvrage. Alors on a longuement échangé avec Aimé Bocquet. Je rappelle qu'Aimé Bocquet,
il avait une double vie. Alors ne me faites pas dire ce que je n'ai pas l'intention de dire. Je ne connais pas sa vie personnelle, mais il avait une double vie dans ce sens où en fait il était dentiste. D'accord. Il exerçait d'ailleurs à Voiron. Il avait un cabinet à Voiron. Mais cet homme avait très rapidement eu l'idée également de continuer ses études. Et il avait donc fait des études d'archéologie, etc. Il avait passé un doctorat également dans cette discipline, et il était devenu, pour moi, sinon le plus grand, en tout cas un des plus grands proto-historiens du sud-est de la France. D'accord. D'ailleurs, ces ouvrages de l'époque font encore autorité aujourd'hui, et il y a assez peu de chercheurs aujourd'hui dans nos universités pour essayer de contrecarrer encore ce qu'il a écrit à cette époque. Donc, proto-historien, ce qui fait qu'il s'est intéressé beaucoup, notamment aux allobroges. D'accord. Or, on ne sera pas surpris, effectivement, qu'il ait travaillé non seulement sur les lacs alpins, il a fait de la plongée, il a fait sur le lac de Paladrus, sur le lac du Bourget, sur le lac d'Annecy, etc. Et il a écrit des ouvrages sur tous ces sujets, en fait. Mais donc, les allobroges l'ont particulièrement préoccupé. Et je pense que c'est ce qui lui a permis de parfaire son ouvrage sur la traversée d'Hannibal, puisque, si vous voulez, dans son titre, en fait, il dit Hannibal, la traversée d'Hannibal, mais Hannibal chez les allobroges. Donc, d'emblée, lui a senti, et il avait bien vu dans son approche des textes de Polybe et de Tite-Live, qui lui ne fait jamais allusion aux allobroges, justement. Il avait compris d'emblée que Hannibal était passé chez les allobroges. Alors ensuite, il fallait étudier, bien entendu, cette civilisation, ce peuple des allobroges, où était-il installé, etc., etc. Donc c'est tout ça qu'il a contribué à mieux faire connaître, si vous voulez, dans le sud-est de la France, et que petit à petit a germé en lui l'idée, forcément, que Hannibal était passé chez les allobroges. Et donc, de ce fait, on a j'allais dire, un éventail de points de passage qui se réduit considérablement. Bien sûr. Je ne poursuivrai pas dans ce domaine-là. On en garde pour la suite. On en garde pour les conférences, on est bien d'accord. Ceci dit, donc, cette bizarre collaboration, je l'ai poursuivie et j'ai tenté de lui faire comprendre que j'étais pas tout à fait en accord avec lui sur certains points où il y aurait eu des embuscades, etc., justement par les allobroges. D'accord. Et donc, j'ai tenté de lui faire adopter une nouvelle vision des choses. Il a écrit une nouvelle version en 2013, une deuxième version en 2013. Et il m'a remercié dans l'introduction, mais malheureusement, il ne m'a pas suivi. Donc, il a repris les points de passage qu'il avait déjà évoqués dans sa première version. Voilà, pour ce qui concerne mes bokeh. Et toi, ta méthodologie de travail à travers ce sujet, comment tu t'es pris pour travailler là-dessus? Alors, la méthodologie de travail... Excuse-moi, parce que c'est vrai que au niveau archéologie, c'est qu'on n'a pas forcément de traces. Donc, comment toi tu as pu formuler tes hypothèses? Comment tu t'y es pris? C'est passionnant aussi de connaître l'envers du décor. En matière d'archéologie, on peut dire qu'on n'a pas de traces carthaginoises, puniques, etc. On n'en a pas retrouvé. Alors parfois, certains vieux textes évoquent qu'on ait retrouvé une défense d'éléphants, etc. Mais jamais rien de sérieux sur le fond. Par contre, des traces archéologiques, il y en a d'autres. D'accord. Ce sont celles, justement, de votre obligé, puisque moi, ma formation d'ingénieur et de constructeur de voies routières, etc., dans le domaine donc des travaux routiers et des constructions de travaux publics en général, m'a amené, bien entendu, à comprendre quelles étaient les principales voies de passage. Puisque il y a une chose qui est essentielle à comprendre. Une armée de 50 000 hommes, de 9 000 cavaliers et de 37 éléphants ne peut pas passer par n'importe quel chemin. Or,
la majorité des 1000 articles puisqu'il y a 1000 articles qui ont déjà été consacrés, si vous voulez, au passage des Alpes par Hannibal, fait totalement fi de l'importance des voies empruntées. Chacun a son hypothèse, à la limite, pour valoriser sa petite région d'origine. Oui. Comme moi, je ne suis pas originaire de Savoie, donc vous pouvez déjà vous dire que je n'ai pas l'intention de favoriser une hypothèse plutôt qu'une autre dans les Alpes du Nord. Mais surtout, ce qui est important, c'est d'étudier le réseau viaire qui a pu exister à cette époque-là. Or, on a des éléments qui sont importants, et ça je le répète souvent, lorsqu'on étudie par exemple les mapsardes. Oui. Les mapsardes, on a cette chance en Savoie d'avoir des mapsardes, en Savoie et en Haute-Savoie, qui sont révélatrices des réseaux qui ont longtemps existé, bien avant que les maps aient été réalisées vers 1730 en fait. Oui, c'est vrai qu'on part pas de rien, bien entendu. Bien entendu. En fait, les réformes qui ont été réalisées dans le domaine routier, elles sont surtout de la fin du XVIIIe siècle, que ce soit en France, en Italie ou ailleurs, jusqu'au début du XVIIIe siècle. Pratiquement, c'est le réseau médiéval qui est confirmé par les mapsardes. Si ce réseau médiéval était déjà en place à cette époque-là, on peut imaginer que ce ne sont pas les comtes de Savoie, ni même les ducs par la suite, qui l'ont modifié. Donc, c'est bien le réseau antique qu'on a devant nos yeux lorsque l'on regarde une mapsarde. Il faut bien s'imprégner de ça. Et je rappelle que donc les premières années de ma présence donc à Chambéry, j'ai souhaité comprendre quelles avaient été les origines de la Sapodia antique. Et j'ai donc, à ce moment-là, fait 2 articles principaux d'environ 80 pages. À l'époque, j'ai écrit cela dans la revue Le Budget. Et à ce titre, j'ai montré que donc la Sapodia, qui tient son origine du nom des marais de Lavour et de Chautagne, Sapaludia, cette Sapodia antique, en fait, c'était un territoire fortifié. Un territoire fortifié, grosso modo 2700 km², mais qui se caractérisait non seulement par environ 200 fortifications réparties tout au long d'écluses, etc., mais surtout par un réseau viaire. Et c'est ce réseau viaire que j'ai étudié à l'occasion de mes recherches sur la Sapodia, qui m'ont permis de comprendre par où était passé, donc, Hannibal. Voilà. J'étais un peu long, mais je tenais à préciser ça. C'est passionnant. Donc, je suppose que tu as beaucoup voyagé, enfin que tu as traversé nos contrées j'ai traversé de part et d'autre. Les contrées de l'Ain, de la Savoie et de la Haute-Savoie moins, mais également de l'Isère. Environ 10 000 km à pied et à peu près 10 000 km en voiture. Pour essayer de bien comprendre justement quel était ce réseau viaire antique. Et est-ce que tu peux nous en dire un petit mot sur ce réseau viaire antique ? C'est un réseau qui est dense, qui va plutôt d'une ville à l'autre. Enfin, comment ça s'organisait à l'époque on va dire les marches, mais c'est pas vraiment le terme. Mais vous comprenez ce que je veux dire. Oui. Alors, le réseau viaire antique, tout d'abord, une remarque préalable qui est importante. Si la Gaule a été prise, la Gaule chevelue, puisque je rappelle quand même que la Gaule, dans la partie qui nous concerne aujourd'hui, la Savoie a été annexée dès 121 avant Jésus-Christ, et donc bien avant donc le reste de la Gaule chevelue, donc qu'il l'a été qu'après cette fameuse bataille d'Alésia en 52, avant Jésus-Christ. Donc cette Gaule, si elle a été prise aussi rapidement par les troupes romaines, c'est parce qu'elle avait justement un dense réseau et un bon réseau de voies. C'est ce qui a permis aux Romains de se déplacer rapidement d'un lieu de bataille à un autre. Alors certes, les Gaulois pouvaient se déplacer également rapidement, ce qui a permis, on avait eu l'occasion d'évoquer ça un peu ensemble lorsque j'avais fait la conférence à Challes-les-Eaux sur la révolte des Allobroges en 62-61, puisque à un moment donné, ces allobroges là qui étaient donc sous la coupe romaine depuis donc une 60aine d'années, s'est révolté. Cette révolte, elle tient essentiellement au fait que les Romains voulaient cadastrer le pays. En cadastrant le pays, c'est-à-dire en le relevant et en affectant ensuite le parcellaire
bien entendu aux collaborateurs en priorité. On voit, on a encore le vécu des guerres passées, notamment de la Seconde Guerre mondiale, qui profitaient de la situation pendant que les Allemands occupaient la France. C'était bien entendu les collaborateurs. Donc en priorité, lorsque les Romains ont cadastré le pays, ils ont affecté les meilleures entités de culture aux collaborateurs. Et ceux qui étaient censés s'opposer en quelque sorte aux Romains par leur comportement, bien entendu, n'ont eu que des parcelles qui n'étaient pas très intéressantes à cultiver. D'où cette révolte, et cette révolte, effectivement, s'est faite grâce au réseau que les Allobroges et les Celtes, préalablement, avaient développé, bien avant les Romains. Les Romains n'ont fait que reprendre principalement nos réseaux. Alors, ce qu'ils ont peut-être mieux mis en place, c'est les liaisons directes entre les principales grandes villes, les 60 grandes villes, d'où étaient originaires, qui étaient les capitales des 60 peuples gaulois. Voilà, ce qui a changé à l'arrivée des Romains, c'est principalement ces grandes liaisons entre régions, Mais auparavant, le dense réseau local, ça c'était le réseau gaulois, mais qui était de bonne qualité, comme on a pu en juger au déplacement qui se faisait rapidement. Ce qui signifie que, bien sûr, vaste réseau de qualité, qu'il y a eu des échanges, bien sûr, entre les peuples gaulois, mais même au-delà, bien sûr, parce que il faut pas s'imaginer que, parce qu'on vivait de part et d'autre des Alpes, on ne se côtoyait pas. Il y avait des échanges, bien sûr, marchands, mais pas seulement, également des échanges, je suppose, culturels, etc. Enfin, c'était des peuples qui se connaissaient, qui se côtoyaient. Justement, à ce propos, on peut signaler que, par exemple, le Vase de Vix, pour ceux qui connaissent cette région du Mont-Lassois, le Mont-Lassois, donc, situé là, grosso modo, pas loin du Morvan, entre Dijon et Sens, etc. On a retrouvé une tombe d'une princesse du 5e siècle avant Jésus-Christ, une princesse gauloise, celtique plutôt, les Gaulois, on va dire qu'ils sont arrivés ensuite. Eh bien, en fait, ce vase vient de Grande Grèce, mais il est venu de Grande Grèce par l'Italie et par la plaine du Pô. Et donc, on avait déjà plusieurs siècles avant l'arrivée d'Hannibal et de ses troupes, on avait déjà, bien entendu, des échanges qui se faisaient, donc à travers l'école alpin. Voilà. Eh bien, merci Bernard. Il nous reste quelques minutes avant de terminer cette émission. Est-ce qu'on peut parler un peu de la légende qui entoure la traversée des Alpes? Alors, puisque bien sûr, on va pas tout dévoiler aujourd'hui, je vous invite à venir le 30 avril à Châles, les eaux à la médiathèque Saint-Mivel, puis ensuite à la salle Saint-Jean de la Motte-Servolex le 2 juin. Le 2 juin. Et donc, comme ça, on en saura un peu plus sur l'aboutissement de tes recherches. Mais je voulais qu'on parle un peu de la légende qui entoure ces fameux épisodes de la traversée des Alpes par Hannibal. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots avant de dire au revoir à nos auditeurs? Simplement, je prendrai un seul exemple, parce que les légendes, elles sont innombrables en fait, tout au long des itinéraires qu'a pu emprunter Hannibal. J'en citerai une, elle est récente. Lorsqu'il y a eu cet éboulement entre Albertville et Moutier il y a peu de temps, le long de l'autoroute, tout le monde s'est inquiété. Ça se déroule en fait dans les gorges de Pont-Serrand, précisément. Et le lieu, au 19e siècle, les gens du cru l'appelaient en fait les échelles d'Hannibal. D'accord. Vous voyez. Alors, je ne veux pas préjuger là du lieu de passage d'Hannibal, mais vous voyez que chaque endroit, en quelque sorte, a sa légende. Et pourquoi, en fait, le 19e siècle, et notamment au milieu du 19e siècle, est une époque, on le sait quand on voit, par exemple, que Napoléon III a fait faire pas mal de recherches sur Alésia. Bien sûr. Il avait d'ailleurs demandé à toutes les communes, à tous les secrétaires de mairie de France et de Navarre, et y compris ensuite donc à ceux de Savoie et de Nice, lorsqu'ils ont rejoint le giron français, de faire un résumé sur toutes les trouvailles qui avaient été faites d'un point de vue archéologique et historique dans leur village.
tous les secrétaires de mairie avaient été tenus de faire ces rapports. Et on peut penser que, à cette époque, bien entendu, chaque secrétaire de mairie, avec l'érudit local, a essayé, bien entendu, de mettre en valeur, effectivement, un lieu sur lequel on appliquait une légende au cours de toutes les soirées, les veillées que j'évoquais tout à l'heure, le passage d'Hannibal, en l'occurrence, donc, dans les gorges de Pont-Serrand, effectivement, juste avant Moutier, on évoquait les échelles d'Hannibal. Ouais. Voilà. Et d'ailleurs, pour revenir à cette anecdote, ça me fait penser un peu à ce que l'on peut croire quand on parle de... Alors, on change d'époque, de Napoléon Bonaparte pendant les 100 jours. Il est vrai que quand on croit les légendes locales, on a l'impression qu'il s'est arrêté dans chaque village pour passer la nuit. Donc, alors qu'en fait, il a fait ça très rapidement. Mais bien sûr, c'est vrai qu'on essaye aussi de s'approprier une partie d'histoire, puisque ça participe aussi à l'attractivité. Et puis, quelle fierté de se dire que Hannibal est passé par son village. Donc forcément, on essaye un peu de valoriser tout ça. Merci Bernard. Merci. C'était passionnant. C'est passé encore une fois une allure folle. Je souhaite un très bon après-midi à tous nos auditeurs, en remerciant bien sûr Sandra et Jean-Pierre. Et bien sûr, un grand merci à toi Bernard. On va, avant de se quitter, rappeler quelques dates. Donc la prochaine émission qui aura lieu au mois de mai. Alors elle sera un peu décalée parce que moi je tombe pendant les ponts. Donc ce sera plutôt le 16 mai, le vendredi 16. Donc je vous invite et on essaiera de parler d'une personne très célèbre et qui aura droit à quelques heures de gloire, puisque nous allons parler de Camille Costa de Beauregard, qui va être béatifié au mois de mai et qui fait l'objet donc de commémoration à l'échelle de notre territoire. Et on va rappeler les dates de tes conférences, Bernard, où tu pourras nous en dire maintenant plus, tu vas nous révéler tes hypothèses concernant la traversée des Alpes. Donc la première, le 30 avril à 19h. Le mercredi 30 avril à 19h à la bibliothèque Samivelle, donc de Challes-les-Eaux. Oui. Et la seconde, un mercredi également à 19h, donc c'est le 2 juin, donc à la salle Saint-Jean de la Motte-Servolex. Eh bien, merci à toi. Merci pour tout le travail que tu fournis pour notre territoire. Et puis, merci à tous les auditeurs de Radio Grand Lac de nous suivre, je l'espère aussi fidèlement, chaque premier vendredi du mois. Merci à tous. Radio Grand Lac. La voix dynamique et passionnée de la vie locale.